S'il y a bien une chose que l'on ne s'attend pas à trouver au fond des océans, à plusieurs kilomètres de la surface, c'est bien évidemment de l'eau chaude. Et pour cause, à ces profondeurs, les températures sont généralement frigorifiques, atteignant seulement quelques degrés au-dessus de zéro. Pourtant, dans les années 70, différentes expéditions scientifiques sont tombées à plusieurs reprises sur des zones très étranges, où des températures bien plus élevées ont été observées. Des températures dont on ne comprenait pas la provenance avant de pouvoir plonger directement sur place pour connaître le fin mot de l'histoire. En avril 1977, une équipe de scientifiques à bord du sous-marin américain Alvin décide de plonger au large des Galapagos et fait l'une des découvertes les plus importantes du XXe siècle. À plusieurs kilomètres de profondeur, ceux-ci tombent nez à nez sur un paysage irréel, un canyon rempli de cheminées libérant une eau noire extrêmement chaude et acide. Ces cheminées, c'est ce qu'on appelle des sources hydrothermales, et au-delà de réchauffer l'ambiance sous l'océan, ce sont des paysages dans lesquels une quantité d'animaux incroyables vit en parfaite harmonie. Mais des animaux un peu particuliers, du genre des coquillages de 30 cm, des vers géants pouvant atteindre 1,50 m, ou encore des crabes appelés Yeti au look vraiment étrange. On se croirait sur une autre planète, et pour cause, tout ce petit monde vit d'une manière radicalement différente de la nôtre. Car sur Terre, ce sont les plantes qui sont à l'origine d'une source de nourriture essentielle pour tous les êtres vivants. En utilisant des éléments non comestibles, comme du carbone et de la lumière, celles-ci vont nourrir les herbivores, puis les carnivores, puis tout le monde en fait. Et dans l'océan, eh bien c'est exactement la même chose avec les algues et le phytoplancton, qui vont fournir une base de nourriture pour tous les animaux marins. Sauf que dans nos sources hydrothermales qui sont à plusieurs kilomètres de la surface, eh bien il n'y a ni soleil, ni algues, ni phytoplancton. Du coup, impossible de produire de la nourriture. En tout cas de manière conventionnelle. Car ces sources hydrothermales, elles libèrent une grande quantité de composés chimiques, qui sont généralement très toxiques pour nous, mais qui sont aussi un véritable festin pour certaines bactéries. Des bactéries qui vont pouvoir utiliser ces composés pour produire de la nourriture, et ainsi nourrir tous les animaux présents dans ces sources. On appelle ça la chimiosynthèse. Ces bactéries, vous vous en doutez, elles sont donc extrêmement importantes pour la survie de ces organismes, à tel point que certains ont fini par les incorporer directement dans leur corps, on appelle ça une symbiose. Et aujourd'hui, on va partir à la découverte de l'un de ces animaux incroyables, un escargot marin découvert tout récemment et qui peut se construire une véritable armure en métal. Chrysomalon squameriforme, c'est le petit nom de cet escargot hydrothermal à l'apparence si singulière. Pouvant atteindre quelques centimètres de longueur et vivant à près de 2,5 km de la surface, celui-ci possède un très gros cœur par rapport à sa taille, ainsi qu'un système de vascularisation très développé. Selon certains travaux, cela lui permettrait d'avoir une circulation plus rapide, lui permettant d'acheminer plus vite les éléments essentiels à la survie des bactéries qu'il abrite dans son corps. Cependant, sa véritable botte secrète, c'est que cet escargot, c'est en réalité un véritable maître du métal. En effet, en plus de pouvoir recouvrir sa coquille d'une fine couche métallique, celui-ci sécrète une panoplie d'écailles sur son pied qui vont elles aussi pouvoir bénéficier de cette protection. Et cette armure, elle va lui être extrêmement utile, car les sources hydrothermales, c'est en réalité un endroit loin d'être accueillant. Les bactéries de cet escargot ayant besoin des composés directement libérés par les cheminées, Chrysomalon se doit de vivre très près de celle-ci, sauf que l'eau qui en sort, elle est extrêmement chaude et acide. Ici, on parle d'une eau pouvant atteindre les 350 degrés. Du coup, dans ces cas-là, avoir un revêtement en métal sur sa coquille et sur sa peau, eh bien ça aide pas mal. Comment réussit-il donc à construire cette armure? Eh bien c'est encore une question dont les réponses sont matière à débat. Il faut savoir que cet animal, il n'a été décrit scientifiquement que depuis 2015. Certains travaux laissent penser que Chrysomalon pourrait lui-même contrôler la métallisation de son corps, que cela pourrait notamment être un avantage contre certains crabes prédateurs, mais il reste encore beaucoup de choses à étudier. Cependant, il y a une question à laquelle on peut répondre et qui est assez importante. On est à des kilomètres sous l'océan. Cet escargot, concrètement, le métal, il le trouve où? Pour tout comprendre, il va falloir remonter jusqu'à la formation de ces fameuses cheminées, car celles-ci se retrouvent uniquement près de ce qu'on appelle des dorsales océaniques, qui sont des zones magmatiquement actives, responsables notamment de la dérive des continents. Et de fait, vu que la croûte terrestre bouge pas mal dans ces zones, celle-ci va se retrouver très fréquemment fracturée, ceci engendrant un fond océanique parsemé de nombreuses fissures. Sauf que ces fissures, eh bien l'eau de mer, elle peut allègrement s'engouffrer dedans. Et lorsque cela arrive, cette eau, elle va finir par s'infiltrer très profond, jusqu'à atteindre des zones magmatiques. Ici, elle va alors se réchauffer, ceci la rendant moins dense, ce qui va alors la faire remonter. Mais avec tout ce chemin, entre l'océan, la croûte terrestre, puis l'océan, eh bien notre eau de mer, elle va se retrouver chargée en minéraux, en divers composés rares, et vous en doutez, en différents métaux. Et ça, c'est notamment ce qui donne leur couleur noire aux sources hydrothermales, mais aussi ce qui va leur permettre de grandir, car au contact de l'eau de mer, certains de ces composés vont se déposer sur le conduit, ceci faisant alors s'agrandir la structure au cours du temps.
En fait, il existe une grande variété de cheminées hydrothermales dont la température et la couleur varient en fonction du voyage effectué par l'eau de mer dans les entrailles de la Terre. Le métal de notre escargot marin provient donc directement de ces cheminées, et c'est bien ça le problème. Parce que ces métaux, en fait, eh bien ils commencent à intéresser d'autres personnes. Car même si certains s'agglomèrent sur les cheminées, une grande quantité de métal est en réalité entraînée dans les panaches hydrothermaux. Cependant, encore une fois, le contact avec de l'eau de mer va les faire s'agglomérer entre eux, ce qui va alors créer de petites pierres qui vont se déposer sur le fond à proximité. On appelle ça des nodules polymétalliques. Et ces nodules, ils contiennent une grande quantité de métaux, dont certains très rares et surtout d'une pureté assez incroyable. Du coup, vous vous en doutez, quand certaines compagnies de minage ont eu vent de ces découvertes, eh bien pas mal de monde a réalisé qu'il y avait de l'argent à se faire. Car ces nodules polymétalliques présents près des sources hydrothermales, ce sont littéralement de véritables petites pépites de métaux rares qui n'attendent qu'à être récoltées, et cela dans un monde où la demande de ces matériaux ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, notre consommation d'appareils électroniques occasionne des besoins croissants en toutes sortes d'éléments que l'on cherche toujours à obtenir de nouvelles manières. Nos téléphones en sont un très bon exemple, la quantité de matériaux différents qu'il faut pour en faire est assez vertigineuse. Et du coup, aller chercher ces composés directement sur le fond des océans, ça devient aujourd'hui un véritable enjeu économique et environnemental. On appelle ça le deep sea mining, en d'autres termes, le minage sous-marin. Chrysomalon dans cette histoire, eh bien celui-ci contenant du métal, on peut légitimement se demander si ces compagnies minières en auraient après lui. Heureusement non, les métaux qu'il contient ne sont pas d'une grande valeur, donc pas de broyage d'escargots métalliques à l'horizon. Cependant, pour ce qui est de son habitat, eh bien ça ne va pas être la même histoire. Car réussir à récolter ces métaux rares rejetés par les sources hydrothermales, c'est aujourd'hui un objectif réel de certaines entreprises, ce qui va évidemment mettre en danger ces écosystèmes. Cela est notamment dû aux méthodes de récolte qui risquent de créer de gigantesques nuages de poussière sous-marine qui pourraient mettre un temps considérable à disparaître, finir par être emportés par des courants et au final troubler l'eau de l'océan sur une surface monstrueuse. Du coup, cette activité de minage, elle a bien des chances de mettre en danger la faune de nos sources hydrothermales, mais également celle présente aux alentours, à plusieurs kilomètres de distance. La menace de ces permis d'exploitation sur certaines espèces, elle est donc bien réelle. Il faut savoir que par exemple, pour notre escargot métallique, celui-ci ne vit uniquement que sur 3 sources hydrothermales différentes. La surface de son habitat à l'échelle de la planète est équivalente à 2 terrains de football. Autant vous dire que si on commence à miner dans la zone, eh bien ça va devenir très chaud pour continuer à exister. Et bah ça tombe bien, sur les 3 sources hydrothermales sur lesquelles il se trouve, 2 d'entre elles intéressent déjà des compagnies d'exploitation. Du coup, de nombreuses personnes se sont inquiétées pour Chrysomalon et ont alors tenté de le faire rentrer dans la liste rouge de l'IUCN. Cette liste, elle regroupe de nombreux animaux qui sont aujourd'hui en danger sur Terre. Et là où ça devient intéressant, c'est que celle-ci peut apporter une forme de pouvoir politique. En fait, c'est un peu la première étape pour pouvoir aller aux tables des négociations et commencer à dire leurs 4 vérités aux compagnies de minage. Sauf que pour pouvoir faire rentrer des espèces dans ce cercle fermé, eh bien c'est pas toujours simple. Il faut des preuves, des données, des recherches, bref tout ce qui prouve que la vie de ces animaux est en danger, et généralement on va regarder la taille de la population, l'aire de répartition géographique, ou encore la fragmentation de leur habitat. En bref, prouver que notre animal il est en danger et risque de disparaître. Mais pour Chrysomalon, certains points posent problème. Par exemple, son habitat est certes minuscule, mais sur place, on peut en trouver dans des quantités vraiment importantes. Il est donc nécessaire de ne pas juste s'arrêter au nombre d'escargots, mais de considérer l'importance de leur habitat. Sauf que là encore, il peut y avoir des choses qui bloquent. Car les sources hydrothermales, ce sont des écosystèmes qui disparaissent naturellement. Si l'activité magmatique de la zone diminue, plus de sources, plus de bactéries, et donc plus d'animaux. Du coup, la plupart des bestioles qui y vivent, elles sont considérées par certains comme adaptées à voir leur environnement disparaître. Cela est un point qui peut être utilisé par les compagnies de minage. Si ces animaux ont réussi à survivre malgré la menace constante de voir leur cheminée préférée s'éteindre naturellement, ce n'est pas un peu de perturbation en plus qui va changer grand chose. Sauf que cet argument, dans ce contexte, il est en fait un peu en carton. Parce qu'on ne connaît pas encore tous les animaux présents sur ces sites, s'ils réagissent de la même façon face à la perte de leur habitat, et encore, là, on parle d'une perte naturelle, pas du tout en raison d'une activité de minage. Il y a donc un besoin réel de protéger ces sources, de continuer à les étudier et de considérer la menace potentielle que représente le minage sous-marin sur les animaux qu'elles abritent, notamment notre petit escargot métallique. Et justement, des mesures ont fini par être prises en 2019. 2 critères ont été choisis par l'IUCN et une équipe de chercheurs pour déterminer si oui ou non Chrysomalon se retrouvait en danger, à savoir comparer le nombre de sources où celui-ci a été découvert par rapport au nombre de ces sources aujourd'hui menacées par le minage sous-marin.
Autant vous dire qu'avec notre escargot où 2 sources sur 3 risquaient d'être exploitées, ça n'a pas pris longtemps pour prendre la décision. Le 18 juillet 2019, Chrysomalon squameriforme devient la première espèce de notre planète officiellement menacée d'extinction par le minage sous-marin. Et ça, c'est une avancée considérable dans la préservation de ces écosystèmes, car notre escargot ouvre la voie à beaucoup d'autres animaux qui arriveront sûrement à bénéficier de protections similaires dans le futur. En bref, non, Chrysomalon n'est pas fait du même métal que vos téléphones, mais son habitat pourrait bien devenir le nouvel Eldorado du 21e siècle. Les projets d'exploitation minière fleurissent déjà un peu partout et sont souvent accompagnés d'études scientifiques afin de pouvoir quantifier l'impact de ces activités. Cependant, bon nombre de chercheurs s'accordent pour dire que les dégâts ne pourront sûrement être visibles qu'au bout de nombreuses années, quand le mal sera fait et que ces exploitations seront bien démocratisées. Une phrase écrite dans un article de Julia Sigwart, qui est une des chercheuses ayant œuvré dans la protection de Chrysomalon, et je trouve une assez bonne conclusion sur la situation actuelle. Une approche attentiste ignore la réalité selon laquelle les perturbations anthropiques s'accélèrent bien plus rapidement que les découvertes scientifiques. En d'autres termes, il est essentiel aujourd'hui de réaliser que les dégâts que l'on provoque sur notre environnement s'accélèrent bien plus vite que notre capacité à les quantifier et à les découvrir. Et ça, certaines compagnies d'exploitation le savent très bien. Il est très facile pour elles de demander preuve sur preuve, tout en sachant que cela prendra du temps pour qu'en parallèle, celles-ci puissent faire grandir leur business en toute tranquillité. C'est en soi un vrai problème de rigueur scientifique, car il paraît difficile de pouvoir prendre de vraies décisions de protection malgré l'absence de travaux disponibles ou finalisés. Mais en même temps, il est essentiel de pouvoir stopper et surtout de légiférer ces nouvelles exploitations afin de pouvoir prévenir des potentiels dégâts que celles-ci auront sur nos océans. C'est un véritable paradoxe. La science a ses limites, il faut donc en avoir conscience et pouvoir utiliser d'autres outils, mais est-il vraiment pertinent d'utiliser autre chose que des preuves scientifiques dans cette bataille juridique? Eh bien, je vous laisse avec cette très belle question en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à très vite, vous avez 4 heures.